Bonjour à toutes et à tous, cette vidéo que vous écoutez en ce moment même est la version longue et enregistrée d'une conférence qui tiendrait l'UBS le 1er et 2 septembre dans le cadre de la première manifestation scientifique du laboratoire Loser. Donc il se tiendra, comme je l'ai dit, le 1er et 2 décembre à l'Université Bretagne Sud de Lorient. Donc je précise, ce n'est pas un laboratoire officiel, ni non plus un laboratoire amateur. C'est un laboratoire semi-amateur dont la création est toute récente, dont je fais partie. Et dans le cadre de cette manifestation scientifique, donc, qui se tiendra sur le thème de l'histoire est-elle écrite par les vainqueurs, j'ai le plaisir de présenter le peuple, un peuple relativement méconnu, un peuple que j'apprécie tout particulièrement, qui sont les Alains. Ce peuple, il vous dit probablement rien, et c'est normal, en juger par le nombre de publications scientifiques, que ce soit en français, ou de manière plus amateur, via les vidéos YouTube, trouve relativement peu de personnes qui en parlent. Et la raison elle est assez simple, c'est parce que l'histoire de ce peuple est méconnue. Et je souhaite préciser d'emblée, il n'y a malheureusement pas de sources écrites transmises par ce peuple en lui-même. Toutes les sources écrites que nous utilisons pour retracer l'histoire de ce peuple, elles viennent des peuples voisins, qui ont été en contact avec les Alains. Je pense notamment à la Géorgie. Pour contrebalancer tout ça, on va utiliser beaucoup l'archéologie, la linguistique, l'ethnographie, la topographie. Globalement, toutes ces informations sont très importantes parce qu'elles vont permettre de rétablir le cours des choses, en tout cas de combler les manques. Et c'est justement l'absence de cette histoire Alaine qui m'a poussé à intégrer ce sujet dans le cadre de cette réflexion sur l'histoire écrite par les vainqueurs. Là, dans le sens, pas les vainqueurs en eux-mêmes, les Géorgiens n'ont pas vaincu les Alains, point de vue où l'histoire d'un peuple est racontée parfois ses opposants, parfois ses voisins. Ça implique beaucoup de choses, nous le verrons. Néanmoins, je souhaite préciser d'emblée, c'est que je ne vais pas pousser la réflexion scientifique bien loin, déjà parce que le fait de raconter l'histoire de ce peuple va prendre énormément de temps, et surtout parce que je ne suis pas spécialiste de ce peuple. Bien qu'il attise ma curiosité, que j'ai lu des ouvrages dessus, je ne travaille pas dessus. Moi, mes travaux sont plutôt éloignés. Donc du coup, pour cette manifestation scientifique, pour cette présentation, je m'appuie quasi uniquement sur l'ouvrage Les Alains, Cavaliers des Steppes, Seigneurs du Caucase, paru en 1997 aux éditions Errance et écrit par Vladimir Kuznetsov et Yaroslav Lebedinsky. Le premier est un archéologue, chercheur et historien russe spécialisé dans l'histoire de la Ciscaucasie, principal spécialiste des Alains, et a publié plus de 140 travaux sur le Caucase qui lui a valu le titre émérite de scientifique de la Fédération de Russie et de la République d'Ossétie du Nord Alanie. Yaroslav Lebedinsky, quant à lui, est un historien français d'origine ukrainienne et spécialiste des anciennes cultures guerrières des steppes et du Caucase. Alors, il faut savoir que l'histoire de la Caucasie et des peuples des steppes est bien plus importante en Russie et en Ukraine, comme on l'atteste les deux chercheurs que je viens de citer. En France, je n'ai trouvé, ou en tout cas vraiment connu, que ces deux auteurs-là, parce que justement ils vont collaborer avec cet ouvrage à diffuser les conclusions qu'ils ont pu tirer dans leur pays d'origine, de le traduire et l'amener en France, notamment Donc c'est l'ouvrage principal, c'est les deux auteurs les plus connus. Je ne doute pas qu'il y en ait d'autres, mais je ne les ai pas étudiés. Enfin, avant de rentrer dans le vif du sujet, je souhaite encore une fois préciser que je fais une synthèse de l'ouvrage. Je vous invite fortement à le lire si vous souhaitez approfondir votre connaissance de ce peuple. Je ne pourrai pas développer sur l'ensemble des points d'histoire Alaine, mais je vais essayer de raconter de manière assez synthétique parce qu'elle est assez dense. C'est pas facile de résumer 2000 ans d'histoire. Mais aussi, je vous précise que c'est par manque de maîtrise du sujet. Je n'ai malheureusement pas le temps de travailler plus sur ce peuple. J'ai moi-même mes propres recherches à mener. Cette synthèse, elle sera divisée en 3 grandes parties, mais elles seront bien inégales, puisque je vais d'abord traiter donc de la naissance de ce peuple jusqu'aux invasions uniques au IVe siècle, puis le voyage des peuples Alains vers l'ouest, pendant justement les invasions uniques, pour ensuite revenir sur l'histoire des peuples Alains dans le Caucase, qui encore une fois va avoir beaucoup de péripéties, donc cette dernière partie sera beaucoup plus longue. Elle se divisera même en plusieurs sous-parties. Donc tout d'abord, la présentation du peuple. Alors tout d'abord, les Alains, c'est un peuple héritier de ce qu'on appelle des peuples scythes et sarmates. Ce sont des peuples nomades qui ont dominé les steppes, notamment les Scythes sont connus sous l'Antiquité. Les Alains sont un sous-groupe des peuples scythiques, qui font eux aussi, avec tous ceux que je viens de citer, partie de la grande famille iranienne orientale. Les Alains sont le dernier peuple iranophone nomade à avoir dominé les steppes. Et c'est aussi c'est aujourd'hui le seul peuple qui a conservé son identité ethnique. Et nous verrons comment.
Le terme de Alain, il dérive de l'ethnonyme Arya, qui est commun à tous les Indo-Iraniens. Les Alains font officiellement leur apparition au 1er siècle de notre ère. Cependant, il est très probable qu'ils étaient déjà une sorte de variété au sein des peuples scythes ou sarmates. Cette variété, elle va finir par devenir dominante, c'est souvent le cas. Malheureusement, dans le cas de cette vidéo, je n'ai ni le temps ni les connaissances pour vous évoquer les origines de ce peuple qui date de l'âge de bronze, avec ce qui est appelé les tombes à charpente. Pour ça, je vous invite à vous référer à des ouvrages spécialisés justement sur ces peuples des steppes iraniens. L'ouvrage étudié développe énormément sur ce thème-là, sur l'archéologie, mais ce n'est pas mon domaine, donc encore une fois, je vous invite à le lire. Quelque chose dont il faut bien comprendre, c'est que la culture iranienne, elle existe bien au-delà de l'Iran actuel, puisqu'on la situe entre le Danube et la Volga. Le premier peuple connu à avoir dominé la région actuelle de la Crimée et de l'Ukraine, ce sont les Cimmériens, au 7e siècle, avant notre ère. Les Scythes, c'est encore une fois une variante devenue dominante, et qui est encore aujourd'hui le peuple le plus connu de cette famille, par l'histoire et par l'archéologie. Au 4e siècle, il y a un rapprochement géographique et culturel entre ces peuples des steppes et les Grecs. Les Scythes sont aussi le premier peuple à s'installer dans le Caucase. Quelque chose que je souhaitais donc préciser aussi, assez rapidement, c'est que ce soit pour les Cimmériens, les Scythes, les Sarmates ou les Alains, il ne faut pas voir ça comme des ensembles cohérents et unis. Ce sont des peuples, ce sont plutôt des confédérations nomades, des tribus, des peuples qui se font et qui se défont. Il peut y avoir plusieurs tribus hellènes, mais au sein de ces tribus hellènes, il peut y avoir des sous-peuples qui ensuite deviendront indépendants. En tout cas, ce qui les unit, c'est leur patrimoine culturel et linguistique, mais absolument pas politique. Ils sont quasi permanence en mouvement, car ils pratiquent ce qu'on appelle le nomadisme pastoral. La spécificité de ce nomadisme pastoral, c'est que la marge de migration, elle est assez faible, elle va au maximum jusqu'à 400 km il me semble. Comme le nom l'indique, ils pratiquent aussi beaucoup l'élevage, ce qui pousse justement à avoir une migration lente, saisonnale, relativement restreinte. Il faut savoir aussi que ces peuples ils sont en mouvement parce qu'ils sont poussés par les guerres. C'est notamment le cas au 2e siècle des Scythes qui sont poussés vers l'ouest par les Parthes et les Sarmates, qui sont en quelque sorte des peuples cousins. Donc l'arrivée et la venue de peuples va être issue de deux raisons. Soit c'est un peuple qui va devenir dominant ou politiquement indépendant, soit c'est un peuple qui va migrer vers l'ouest parce que à l'est il est poussé par d'autres peuples. Diodore de Sicile, alors je ferai en sorte de citer un maximum les historiens qui ont travaillé qui nous ont donné des textes sur les Alains ou autres, puisque cela fait partie de cette thématique de l'histoire écrite par les vainqueurs. En tout cas ici par les étrangers. Diodore de Sicile prétend que les Scythes ont été exterminés par justement les Sarmates et les Parthes. Mais on sait que c'est faux, car on retrouve des Scythes jusqu'au 1er siècle en Crimée et à l'embouchure du Danube. À cette période, justement au 1er siècle, est cité un peuple qui est appelé les Roxolans, qu'on estime être les prémices des Alains, bien que différents. Ce nom veut dire Alain lumineux, et ils atteignent le Danube en 50 de notre ère, et c'est à ce moment-là que nous avons les premières mentions des Alains, notamment par Sénèque, qui va les situer entre la mer d'Azov et la mer Caspienne. Ces peuples, donc les Roxolans, les Alains, ils prennent leur source dans les Aors, qui serait donc encore une fois un peuple dont ils viennent dominants, selon Strabon, qui affirme que les Roxolans ont été repoussés par les Aors et surtout par les Alains avec 200 000 cavaliers. Bon, concrètement, ces 200 000 cavaliers ne sont pas forcément Alains, ils ont pu avoir absorbé des peuples voisins. Notamment, cette absorption de peuples voisins va créer un mélange culturel assez riche avec un héritage oriental et asiatique dans la culture hellène. C'est pas très clair, mais les Alains ne viendraient globalement nulle part et seraient la fusion émergente de plusieurs peuples sarmato-iraniens. Le nom Alain étant un nom générique adopté pour correspondre à l'ensemble de ce regroupement de peuples. Les Alains, quant à eux, s'installent aussi dans le Caucase. Ils viennent piller l'Asie mineure en 72 et en 135. Ils sont en guerre contre les Parthes, en 230 contre les Sassanides. Le Caucase est véritablement la région où on retrouve le plus de traces archéologiques des Alains, de Ptolémée au IIe siècle à Stéphane de Byzance au 5e siècle. On parle de Mont-Alain. Cette installation, elle se fait surtout dans les plaines, évidemment. L'installation dans les montagnes se fera beaucoup plus tard. Au IVe siècle, on a un témoignage de Amien Marcellin sur le mode de vie des Alains juste avant les invasions uniques. Ce témoignage, il est beaucoup remis en question parce qu'il est assez critique et plutôt mensonger. Néanmoins, il donne des informations plutôt intéressantes. Encore une fois, cela montre le problème, c'est que quand un étranger qui écrit sur votre peuple, il peut dire tout et n'importe quoi.
Dans ce témoignage, il évoque notamment un peuple de nomades pasteurs qui, en vérité, serait déjà sédentarisé du fait de sa proximité avec les Grecs. La proximité géographique avec certains Grecs sédentarisés vont donner l'envie aux Alains de se sédentariser, de profiter au confort de l'installation qui perdure. Nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'il va surtout évoquer les tactiques militaires. Ces tactiques militaires, elles vont être concentrées autour d'une cavalerie lourde, avec une lance portée à deux mains, et une épée longue avec un pommeau de style sarmen. Le cavalier est équipé d'un casque et d'une cataphracte à écailles aux côtes de mailles, ce qui a donné le nom de cataphractaire. Ce n'est pas un peuple de cavaliers archers comme on pourrait le penser, car on sait que en 550, les Byzantins vont battre les Alains sur ce domaine-là. À la place, les Alains vont plutôt pratiquer utiliser des javelins ou des yassons. Les yassons sont plutôt des sortes de fouets. Quelque chose d'assez commun au peuple des steppes, c'est qu'ils vont prendre les scalps des ennemis vaincus. Nous avons un témoignage d'Hérodote sur l'apparence physique des Scythes. Repris pour les Alains. Physiquement, les Alains doivent être similaires aux Scythes. Et ce témoignage, il n'est pas anodin parce qu'il avait été repris pour contraster. Il a été repris par Ammien Marcellin pour contraster avec les Huns. Les Huns ont le faciès dit mongoloïde, alors que les Scythes et donc Alains ont certainement plutôt typé blond et surtout caractérisé pour être beau. Le but est de différencier le barbare ami du barbare. Et justement, nous arrivons à la seconde partie sur l'arrivée des Huns et la migration vers l'ouest. C'est la partie la plus étudiée par les peuples occidentaux, parce que ça va directement les concerner. Les Huns arrivent vers 370 et passent la Volga. On ne revient pas sur leur histoire, je n'ai ni les connaissances ni le temps, mais cela marque la fin de l'hégémonie scytho-iranienne. Ce qui va permettre, d'un autre côté, la diffusion de la culture hellène, puisque les Huns vont traverser le Caucase en 395. Donc ça c'est une partie, ce sont les Huns blancs, mais la grande majorité des Huns vont aller vers l'ouest, en passant le Don en 375. Déjà on assiste à une division des Huns. Il y a ceux qui vont se replier vers la Transcaucasie, ceux qui vont se joindre aux Huns, et ceux qui vont fuir vers l'ouest. Globalement, c'est un peu le cas pour tous les peuples qui étaient dans la région, ils vont avoir le choix de fuir ou de se soumettre. Les Alains vont suivre les Visigoths et passer le Danube. Ils vont participer à la révolte wisigothe contre les Byzantins, ce qui va notamment aboutir à la mort de l'empereur Valens, qui est pour les auteurs la mort qui marque le début de l'ère de la cavalerie. Pourtant, cette participation à la révolte wisigothe ne va pas empêcher les Alains d'avoir une unité qui va s'intégrer à l'armée romaine jusqu'au 5e siècle, qui est l'unité de Comites Alani, qui est notifié dans la notice des dignités. D'autres Alains vont combattre aux côtés des Romains, cette fois-ci d'Occident, contre Alaric, ce qui va permettre notamment la victoire de Pollentia. Déjà, on constate quelque chose d'assez courant, que nous reverrons, c'est que les Alains, c'est un peuple très porté vers le mercenariat. Pendant toute leur histoire, les Alains vont servir de mercenaires dans des armées étrangères, puisque cela fait partie de leur culture. Ils ont une culture guerrière, mais surtout ils n'ont pas de problème, nous en reparlerons, ils n'ont pas de problème avec le fait d'être soumis à un peuple, du moment qu'en échange ils obtiennent leur autonomie. Et c'est notamment ce qui est arrivé avec ces Alains-là, puisqu'ils ont contribué à cette victoire, ils vont obtenir le statut de fédéré et ils vont être installés dans la plaine du Pô, aux alentours des villes de Vérone, Padoue, Bologne, bref, dans le cœur politique de l'Empire romain de cette époque. Alors ce n'est pas dit dans l'ouvrage, mais je me pose la question, c'est est-ce que le fait d'être installé à cet endroit-là peut signifier l'importance des Alains, ou c'est juste parce que ce sont des plaines qu'on les a mis là? Bon, ça évidemment, je ne le sais pas et l'ouvrage n'y répond pas. D'autres Alains vont avec d'autres peuples germaniques, notamment les Vandales, traverser de manière commune le Rhin en 406 lors de la nuit de la Saint-Sylvestre et envahir la Gaule. Dans les sources, on a deux chefs Alains mentionnés, Respendial et Goar, qui mèneraient environ 150 000 Alains, familles comprises, à passer le Limès. Et encore une fois, ces deux peuples, ils ont un parcours très différent. Ceux menés par Goar, ils vont directement se joindre aux Romains, selon Grégoire de Tours, et ils vont être installés dans la région de Mayence. Alors que ceux de Respendial vont se battre contre les Francs rhénans, puis ensuite traverser le Rhin, pour ensuite piller la Gaule. Le peuple de Respendial va continuer son pillage jusqu'en 409, puis il va passer les Pyrénées et piller l'Espagne. Avec les peuples, donc toujours accompagnés des peuples, notamment des Vandales et d'un troisième peuple. Avec ces deux autres peuples, les Alains vont se partager l'Ibérie en trois, selon le poème de Pondal.
les Alains vont prendre une partie qui va du Portugal à l'Andalousie actuelle. Mais c'est une position qui va être de courte durée parce qu'ils sont massacrés par les Visigoths envoyés par Honorius entre 416 et 418. Il est dit que Gherzéric, qui sera le roi des Alains et des Vandales, va les mener vers l'Afrique, vers des terres riches, indéfendues, non convoitées, notamment par les Quads et les Suèves, qui vont être derrière eux en 429. Selon Victor de Vita, ils vont être environ 80 000 à migrer. En 435, Rome cède à Gherzéric et son peuple un territoire en Afrique, mais le traité va être violé par les Alains et les Vandales, qui vont leur prendre Carthage, puis débarquer en Sicile, ce qui va donc forcer l'empereur à leur accorder leur indépendance, ce qui va marquer la naissance du royaume vandale en 442. On dit souvent le royaume vandale et pas Vandale et Alain, car les survivants Alains auraient été amalgamés au sein du peuple vandale, mais le titre est de Rex Vandalorum et Annalorum. Le titre n'a pas été gardé par la suite, et de toute manière, le royaume alano-vandale est détruit par Bélicée en 533-535. Alors, revenons à nos Alains restés en Gaule, ceux menés par Goar. Ils vont finir par s'installer au nord de la Loire et fonder un petit royaume autonome avec pour résidence royale Orléans. On estime qu'ils étaient entre 1000 et 5000 guerriers. Donc on peut estimer que s'il y a un guerrier pour 5 habitants, il serait entre 5 et 25 000 Alains, ce qui est très peu, comparé par exemple aux Visigoths installés juste au sud de la Loire. On a notamment la Vita Germani, qui évoque la rencontre entre Éochar, le nouveau chef Alain, et Saint-Germain, qui va arrêter Éochar alors qu'il serait en route vers l'Armorique pour pacifier la région pour les Romains en 1545. Lors de ce témoignage, de cette source, les Alains sont présentés comme des cavaliers d'élite, des cataphractaires cuirassés dont la cavalerie serait la plus efficace et la plus coûteuse. En 451, Attila arrive en Gaule, à la tête d'entre 30 et 40 000 Huns, accompagnés de leurs vassaux sarmato-alains. Parce que oui, comme je l'ai dit, certains Alains sont restés et ont été soumis aux Huns, et donc vont participer aux conquêtes des Huns. Sans savoir pourquoi, Attila va viser tout particulièrement Orléans, qui je rappelle est tenu par les Alains. Mais la ville serait sauvée de justesse par Aetius. Attila se replie alors et, poursuivi par les Romains, va avoir lieu la bataille décisive des Champs Catalonies, près de Troie, à laquelle va participer donc les Alains, mais apparemment menée par le nouveau roi Sangiban. Durant cette bataille, les Alains sont chargés de tenir le centre face à Attila. Certains disent que c'est pour éviter qu'ils ne trahissent les Romains, puisqu'on les soupçonne de trahison parce qu'ils vont affronter leurs congénères. En vérité, ça démontre certainement plutôt l'importance et la puissance de la cavalerie Alain, qui va être chargée de combattre l'élite 1. Le problème, c'est que cette bataille, elle va mettre en péril la survie du royaume Alain, parce que les pertes sont certainement très importantes, et on l'a vu, les Alains ne sont plus très nombreux. Jordanès, par exemple, qui est un chroniqueur pro-Visigoth, dit que Attila serait revenu spécialement pour les Alains, mais que ce serait le roi Visigoth Torismond qui serait venu les sauver. Il en aurait profité pour soumettre les Alains, mais selon Grégoire de Tours, cette domination, elle n'aurait pas duré. Au-delà de 464, les sources sur les Alains de Gaule se font relativement rares. On a par exemple un chef breton du nom de Audren qui est dit régner sur quelques Alains, puisqu'on pense qu'une partie des Alains aurait migré vers la Bretagne. Pour cela, on se base notamment sur le nomastique du prénom Alain, qui est un prénom breton médiéval, ou encore une fois la toponymie et le développement d'une tradition pour la cavalerie en Bretagne. Cette migration elle semble logique, au vu de la poussée franc au nord et Visigoth au sud, mais rien n'est certain. Après 469, on n'a véritablement plus rien. La guerre contre les Huns a beaucoup trop affaibli les Alains pour qu'ils puissent s'affirmer. Ils vont être assimilés au sein des royaumes francs visigoths. On croit en cette assimilation, puisque que ce soit en Bretagne ou même en Gaule, au sein du royaume franc, il y a un développement pour la cavalerie lourde, qui potentiellement serait l'héritage des Alains. Une autre source qui parle des Alains, c'est un texte écrit potentiellement par un Alain lui-même, qui est l'historien briton de Rome de Ninius du 9e siècle, qui fait passer les Alains comme un peuple d'ancêtres légendaires. En fait, on recherche encore aujourd'hui les possibles héritages de la culture Alaine dans la culture romaine et plus largement post-romaine. Mais il ne faut pas s'enflammer. Il faut retenir que
certains équipements tactiques ou certaines stratégies ou équipements ont globalement pu inspirer tout le monde romain, comme je l'ai dit par le développement de la cavalerie, il y a une forme de syncrétisme militaire. Donc c'est ainsi que se termine l'histoire des Alains en Gaule. Donc revenons sur ceux du Caucase, qui à la fin de l'Empire Hun naît l'Alanie du Nord Caucase, dont la majorité des Alains y étaient restés en tant que vassaux des Huns. Ils vont donc se soulever, comme la plupart des peuples en 453 à la mort d'Attila. Ils vont donc reprendre contrôle de l'espace entre le Danube et la mer Caspienne. Et encore une fois, il y a plein de peuples et de mouvements, donc cette domination, elle va être relative. On peut notamment citer l'arrivée des peuples altaïques, comme les Bulgares, en 630. Il faut savoir que le nom bulgare en alain voudrait dire mélange ou rivage. Le chef des Bulgares serait un descendant d'un fils d'Attila, donc n'aurait pas complètement disparu. Et les Alains vont donc être à la fois, encore une fois, refoulés, mais vers la Ciscaucasie méridionale, avec pour voisins au nord-ouest les Bulgares et au nord-est les Sabirs. Néanmoins, c'est des peuples qui vont rester être relativement proches. Cette période, elle va marquer aussi le début d'une forme de sédentarisation et d'uniformisation culturelle, du fait d'un espace restreint, mais aussi de la proximité de la route de la soie qui va permettre un enrichissement. Ils vont être aussi au cœur des conflits entre Byzance et musulmans. Je l'ai déjà dit, on parlait du Caucase des monts Alain, en arabe, on parle de Dar il-Al, les portes des Alains. Donc encore une fois, les Alains vont servir de mercenaires. L'Alanie est ensuite vassalisée par un royaume puissant qui va être le royaume des Khazars. Les Khazars, descendants peut-être d'un peuple appelé les Aktazir, soit Attila, ou sinon issus d'une nouvelle vague turque qui vient d'arriver. C'est une vassalisation relative, parce qu'ils vont conserver leur autonomie. C'est un empire très homogène. Les Alains ne sont pas le seul peuple dominé. Mais le problème, c'est que les Alains vont passer au second plan dans l'équilibre des puissances, dans l'importance des alliances. Le royaume Alain devient donc un royaume tampon, et surtout guerrier, fort de ses 30 000 cavaliers d'élite selon Massoudi. Le mot Az apparaît donc au 8e siècle pour désigner les Alains. C'est un terme qui va être de plus en plus utilisé au fil de l'histoire, et notamment utilisé par Rubruck, qui est l'envoyé de Saint-Louis. Ce terme de Az est sans doute un terme iranien, qui voudrait dire rapide. C'est un terme qu'on utilisait déjà sous les Scythes pour désigner une partie des Alains, et qui va être traduit ensuite en géorgien, en Oz ou Os, auquel on va rajouter le suffixe ET pour les noms géographiques, ce qui donnera, si vous avez suivi, Ossétie. En tout cas, les invasions arabes vont pousser en partie vers la migration vers le nord, donc on voit bien que les frontières ne sont pas fixes pour les Alains, ils ont tendance à migrer au besoin. Mais au 9e siècle, c'est la chute du royaume khazar. Donc Byzance va faire en sorte d'envoyer des émissaires pour christianiser les Alains, parce qu'ils veulent garder les Alains comme alliés. Ce qui peut encore une fois signifier beaucoup de choses. Est-ce que les Alains étaient alliés avec eux parce qu'ils n'avaient que eux avec qui avoir des relations? Est-ce que c'est parce que les Alains sont puissants? Ça n'est pas précisé. En tout cas, chose est sûre, c'est que les Alains redeviennent indépendants en 965. Cette fois-ci, c'est l'apparition des Magyars, avec qui les Alains vont être très proches. Les Magyars sont des Turcs nomades qui vont s'installer au nord de la mer d'Azov, et qui vont être à leur tour poussés par les Pecheneg en 860, ce qui va pousser les Magyars à aller en Hongrie et fonder le royaume de Hongrie en 896. Ces Magyars, ils vont, dans leur mythe et chronique, revendiquer une origine à la fois Hun et Alain, avec à la fois une proximité linguistique, mais surtout un lien culturel. Des liens qui vont être maintenus après le 9e siècle, et ça va être très important lors des invasions mongoles. Alors maintenant que le royaume Alain est indépendant, on arrive à son apogée, son âge d'or, entre le 10e et le 12e siècle. Apogée dont malheureusement on ne sait pas grand chose, puisque là on n'a pas de source alaine. On va se baser encore une fois que sur les visions des voisins, que ce soit géorgienne ou arménienne, et l'archéologie. Et déjà le problème c'est qu'on définit difficilement les frontières du royaume Alain. À l'ouest, on définit les Alains comme s'arrêtant aux hauteurs du Kouban ou de la Grande Laba. À l'est, à l'Ossétie, et au sud, aux crêtes du Caucase. Néanmoins, pour ce qui est au nord, rien de sûr. On pense néanmoins que ces frontières s'arrêtent au fleuve du Terek et de la Kouma. Mais cela peut changer selon les périodes. La population hellène est évidemment plus dans les plaines, mais il ne faut pas croire que ces Alains ne sont comme ceux de l'époque préunique.
nous le reverrons, mais il y a une évolution constante du peuple alain, de la culture alaine. Dans ce cas, précisément, c'est notamment une évolution physique. Le trait blond va disparaître au profit d'un type plus caucasoïde. La capitale serait une ville appelée Magas ou Maa, une ville qu'on n'a jamais su situer et qui est sujet à controverse, mais dont évoque Masoudi. La société alaine est donc de plus en plus sédentarisée, avec une influence grecque. C'est une population en majorité de guerriers paysans, mais dont la métallurgie et le savoir artisanal est très très réputé jusqu'en 1917. On estime la durée de vie entre 35 et 40 ans, donc similaire à l'Occident médiéval, et une organisation politique tribale. Il n'y a pas d'administration centrale. On parle d'un roi des os, mais en vérité, il y en a peut-être plusieurs et on ne sait rien de lui. C'est une société qui est très portée vers l'agriculture, mais aussi le commerce avec la route de la soie. On n'a aucune trace de forme de battage de monnaie, donc c'est certainement l'argent voisine qui circule ou l'échange en nature. Avec des constructions en pierre qui peuvent signifier quand même un certain savoir-faire et une certaine volonté de se sédentariser. Le Xe siècle représente l'âge d'or de ce peuple. Un peuple qui va être respecté à Constantinople, puisque le roi des Os, le roi des Alains, serait appelé fils spirituel de l'empereur. Donc il le place au même rang que l'Arménie ou la Bulgarie, ou encore la Rousse de Kiev ou Feu les Khazars. C'est au même moment que l'Alanie va être christianisée. Il y a aussi des rapprochements dynastiques avec l'empereur Constantin Monomaque qui a eu une relation avec une princesse Alain. Celle-ci était d'abord une otage avec qui il va finir par avoir des relations et même qualifiée d'impératrice. Un autre mariage est contracté avec la Géorgie et la fille issue de ce mariage est ensuite mariée à Michel Doukas puis à Nicéphore III. Donc cela montre l'importance du royaume alain qui est peut-être un petit royaume de taille géographique, mais qui n'est pas un petit royaume du point de vue militaire. Et c'est notamment le cas en 1071 avec la participation des Alains à Manzikert. Au XIIe siècle, l'Alanie semble moins forte et c'est certainement dû à un fractionnement du royaume ou des royaumes. Kartskovrebra, qui est un historien géorgien du XVIIe ou XVIIIe siècle, il mentionne simultanément plusieurs rois des Os. Donc le royaume alain est en déclin. Cet affaiblissement il s'accompagne d'un phénomène de désurbanisation et de retour au nomadisme qui est évoqué par un certain Théodore aux alentours de 1220. En 1236, un moine hongrois parle de situation quasi anarchique avec des guerres entre tribus. Quelles sont les raisons ? Ça peut être à la fois la prise de Constantinople en 1204 qui a pu jouer, puisque Constantinople était à la fois un allié puissant mais surtout un modèle. Ça peut être aussi l'arrivée des Kipchaks qui vont dominer la Ciscaucasie et pousser les Alains vers le nord. Mais le plus probable, ce sont des causes internes, mais cela reste flou. C'est la fin et l'échec d'un royaume monarchique centralisé avec une administration d'État. Une situation d'anarchie qui va perdurer jusqu'à la conquête russe. On en arrive donc à la période mongole, qui arrive au XIIIe siècle. Qui va avoir pour conséquence les mêmes effets que les invasions unies. Alors d'abord, nous avons parlé des Kipchaks. Les Kipchaks, ils sont aussi appelés Koumans. Ce sont des voisins et alliés des Alains. On le sait notamment par la diffusion de noms turcs dans l'élite alaine et inversement. L'origine est assez étrange, mais c'est certainement un peuple turco-altaïque qui vont se convertir et se sédentariser au XIIIe siècle. Sauf que la véritable menace arrive en 1919 avec l'arrivée des Mongols. Très rapidement, une avant-garde de 30 000 Mongols arrive dans le Caucase depuis le sud. Ils vont écraser tous les peuples sur leur passage. Et selon l'historien Imbal Tahir, l'alliance alano-kipchak va essayer de les stopper. Après une première bataille qui est indécise, les Mongols vont jouer sur des traits de similarité et surtout l'argent pour soudoyer les Koumans qui vont trahir les Alains. Les Mongols vont pouvoir donc écraser les Alains, puis se retourner vers les Koumans derrière. Ce n'est pourtant qu'une avant-garde. La véritable invasion, elle est lancée qu'en 1235 par Ogodai, le fils de Gengis Khan, qui va envahir la Russie actuelle. On sait qu'en 1939, une force de siège est envoyée vers l'Alanie pour prendre la ville de Magas. Même si on pense que c'est confondu avec Moscou, parce qu'on parle d'une ville de 200 000 habitants. Pas développer plus sur l'invasion mongole, globalement c'est l'occasion pour les peuples alains de se régler leurs comptes, ce qui va contribuer au sentiment anarchique
puisqu'on sait que des Alains vont participer à des sièges, notamment vont combattre d'autres peuples, d'autres vont trahir. Enfin, les historiens russes ont tendance à juger ça d'une version d'un point de vue patriotique moderne, point de vue pas adapté, puisque certes le sentiment patriotique peut exister, mais il n'est pas assez fort à cette période, et surtout on parle d'un peuple, les Alains, qui n'ont aucun symbole central, ils ne sont pas unis. Bon, en tout cas on sait que la conquête des Alains aurait été incomplète du fait de la typologie du terrain, mais aussi d'une certaine résistance. En 1946 par exemple, Plan Carpin parle d'un siège d'une montagne Alain qui est en cours depuis plus de 20 ans. D'autres historiens, d'autres sources mentionnent une résistance alano-kipchak qui serait alimentée par des esclaves qui ont réussi à s'enfuir. C'est un peu les premiers Cosaques. Il y a aussi, selon des auditeurs, notamment par Rubruck, en 1972, on a une armée russe qui est chargée de prendre une ville As. Donc il y aurait une résistance qui aurait duré plus de 40 ans. Alors ensuite, on a beaucoup moins de mentions. L'Empire mongol est fractionné et naît la rivalité entre la Horde d'Or et l'île Khanat. Le Caucase devient alors un point stratégique, un champ de bataille, ce qui va avoir des conséquences sur le royaume Alain. Alors je ne développe pas plus, mais les auteurs mentionnent que ces tensions entre ces deux peuples mongols auraient été déclenchées ou attisées par Beybar, le sultan Beybar du Mamelouk. Et c'est intéressant de le savoir, c'est que les Mamelouks, une majorité d'entre eux, sont des Kipchaks, qui ont gardé des liens avec le peuple du Caucase. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a potentiellement des Alains dans l'armée mamelouk. On a globalement peu d'informations sur la vie des Alains dans la Horde d'Or, mais comme les autres peuples, ils subissent certainement une forte fiscalité, un recensement régulier et surtout le trafic d'esclaves et l'obligation de contribuer militairement à l'armée. On pense que cette contribution elle peut aller jusqu'à 20% des hommes Alains dans l'armée mongole. Justement, cela va avoir pour effet de disperser les Alains, à la fois sous forme d'esclaves, d'administrateurs ou de combattants. Ibn Battuta parle d'un quartier Az musulman dans la capitale mongole de Sarai. Et justement, ces invasions mongoles vont plus largement avoir pour effet de diviser les Alains en 3 branches. La branche principale, c'est encore une fois ceux dont on vient de parler, ceux qui sont restés dans le Caucase, qui vont petit à petit migrer vers les montagnes, ce qui va créer une surpopulation selon les historiens géorgiens comme Vakouchi. Cette migration, elle est relatée dans les sources géorgiennes et elle va provoquer le chaos dans la région parce que ça va créer une situation où on va lutter pour la survie. C'est notamment là que prend place la célèbre odyssée du héros Alain Os Bagatar. Ce nom veut dire héros des os. Qui aurait mené son peuple, qui aurait profité des guerres civiles et entre États dans la région du Caucase pour installer son peuple dans l'actuelle Ossétie du Sud. Il y a une autre branche, Allen, qui a migré vers l'ouest, encore une fois, mais pas aussi loin que la précédente, vers la Hongrie, puisque suite aux poussées mongoles de 1237 et 1242, ils auraient suivi une masse de 40 000 Kipchaks qui auraient migré vers la Hongrie. Ces Kipchaks deviennent alors plus connus sous le nom de Koumans, et ils vont être installés sur un territoire et assimilés petit à petit assimilés jusqu'au XVIIIe siècle. Pour ce qui est des Alains, au début on va croire qu'ils font partie qui sont assimilés, qui sont amalgamés au sein de ce peuple Kouman. Et donc c'est qu'en 1318 que l'on va citer les Yas, qui va être un surnom attribué aux Alains. Quand les Hongrois vont comprendre que ces peuples sont dissociés, je vous rappelle que les Magyars avaient une proximité avec les Alains qui peut justifier l'accueil de ces deux peuples, et ben on va leur donner des terres. Ils vont tenir un certain statut d'autonomie, un territoire qu'on va trouver à l'est de Budapest. Les Alains vont alors se sédentariser, s'assimiler, et alors que les Koumans vont avoir plus de mal, ce qui va prendre plus de temps. En tout cas, on sait qu'on a encore des traces de l'histoire alano-Kouman jusqu'en 1914, avec notamment des régiments de cavalerie. Il y a aussi certainement d'autres vagues d'immigration successives qui vont avoir lieu avec le temps et d'autres qui vont potentiellement descendre plus au sud pour par exemple servir de mercenaires. On a notamment la mention de 16 000 Alains installés en Thrace en 1301, notamment par Nicéphore Grégoire, qui va alors dire qu'il s'agit de la meilleure cavalerie d'Orient. On a aussi la mention par Ramon Muntaner de la présence de Alains dans la cavalerie catalane de Rüger von Blum. Enfin, quant à la troisième branche, c'est une branche d'Alains qui va se diriger vers l'est. Puisqu'en fait, c'est un groupe d'Alains qui va être intégré à l'armée mongole
voire même dans la guerre du Khan elle-même, d'abord d'1 millier selon certaines sources, puis de 30 000 au XIVe siècle, ce qui n'est pas rien, et cette armée Alain va participer à la conquête de la Chine par Kubilai Khan. Puisque notamment en 1975, le massacre d'une unité Alain est recensé et relaté par Marco Polo. Avec cette horde de guerriers, il y a forcément des familles qui vont donc contribuer à la formation d'une communauté alaine plus ou moins importante qui va être installée à Kambalik, l'actuel Pékin. Ils sont alors nommés Assoud, ce qui veut dire Alain plus le pluriel de Mongol, et ils sont catholiques. Jean de Marignoli, qui est un franciscain, dit que les Alains sont les plus grands et le plus noble des peuples du monde, et que sans eux, les Mongols auraient échoué leur invasion de l'Orient. Et justement, en 1368, c'est la chute de la dynastie des Yuan, au profit des Ming. Les Alains vont donc suivre le repli mongol vers l'actuelle Mongolie, ou vers les steppes, et on a toujours aujourd'hui des traces de ce peuple, car il y en a un qui porte toujours le nom de Assoud, et qui vit au nord-est de la Mongolie, sur le territoire de la tribu des Borjigin, tribu originaire de Gengis Khan. Néanmoins, ces Assouds ont tout oublié de leur origine caucasienne et de leur aventure en Chine. Pourtant, ils se distinguent toujours physiquement des autres peuples mongols. Néanmoins, il est mentionné qu'au moment où parut cet ouvrage, leur étude ne vient tout juste de débuter. Donc potentiellement qu'aujourd'hui on sait beaucoup plus de choses. Revenons encore une fois aux Alains dans le Caucase, et cette fois-ci pour la dernière fois. À la fin du XIVe siècle, c'est au tour des Timourides d'envahir le Caucase et de tuer le reste des Alains, ou en tout cas le reste de l'Alanie. Les Alains vont donc se replier définitivement vers les montagnes, ce qui va marquer le début de l'ethnogénèse d'un nouveau peuple qu'on va appeler les Ossètes, puisque l'invasion timouride va être un drame démographique, comme le souligne une chanson populaire qui est appelée La Pluie de Sang, enfin qui se nomme La Pluie de Sang. Donc on a ceux qui ne vont pas se replier vers les montagnes, qui vont être assimilés soit au sein des peuples qui vont prendre leur place, soit au sein de bandes cosaques. L'immigration vers la montagne va pousser à l'adaptation. C'est une région plus sûre, mais beaucoup plus pauvre, et on le remarque notamment dans l'organisation politique ou même l'architecture, parce que il n'y aura plus de tribus, elle va être beaucoup plus recentrée autour de la famille. On va faire des maisons avec des tours pour pouvoir aller jusqu'à 20 mètres, dans le but de se protéger. Il y a un climat anarchique. En tout cas, on n'a aucune date précise sur le passage du nom de Alain à Ossète. Puisque je vous l'ai dit, ce mot Ossète est un mot géorgien, qui sert à désigner les Alains. Il n'y a aucune rupture culturelle ou linguistique. C'est une évolution progressive. Puisque les Ossètes apparemment seraient une composante des Alains qui étaient assimilés, qui étaient là bien avant l'installation des Sarmates, qui auraient conservé quelques différences, et qui aurait justement, par un mélange lent, expliqué la diffusion du type caucasoïde. Il y a quand même des transformations linguistiques, on ne veut pas se leurrer, mais ce sont des transformations influencées par les langues du Caucase. Donc l'Ossète s'inscrit dans une continuité de l'évolution, dans une évolution culturelle d'un peuple débuté au Xe siècle. En fait, les Ossètes, c'est le stade moderne des Alains caucasiens, qui eux-mêmes étaient le stade tard, antique, voire médiéval, des Sarmates. Mais il ne faut pas résumer les Ossètes comme étant le seul descendant des Alains. En tout cas, ce peuple d'Ossètes, il sera isolé du monde, ce qui a eu pour avantage de conserver l'héritage Alain. La redécouverte de ces Alains se fait grâce à l'avancée russe dans le Caucase, avec la création d'une ambassade en 1749, d'où vont débuter des recherches scientifiques, et ensuite l'annexion du territoire en 1774. Cette redécouverte, elle permet d'expliquer de nombreux toponymes et anthroponymes d'origine scytho-sarmate. Par exemple, c'est le cas des Yas de Hongrie. C'est grâce à cette redécouverte qu'on va comprendre que ces Yas sont des Alains. Les auteurs de l'ouvrage font un parallèle avec cette redécouverte avec le rôle joué par l'Irlandais, le Gallois ou encore le Breton dans l'avancée des études celtes. Il y a des erreurs, évidemment, il y a des excès, mais ça va permettre de progresser énormément et ça va permettre de superbes découvertes. Pour conclure sur l'histoire des Alains, on a certes pu rendre sa mémoire au peuple des Os, un héritage qui aujourd'hui, aux Ossètes, un héritage aujourd'hui revendiqué, notamment par la petite république caucasienne d'Ossétie du Nord, membre de la Fédération de Russie qui s'est rebaptisée en 1994 Ossétie du Nord Alanie. Néanmoins, il faut faire attention à tout cela. Les auteurs évoquent que les résultats sont parfois controversés,
puisque les résultats des recherches sont souvent utilisés sur un terrain plus politico-patriotique, plutôt que scientifique. On peut penser notamment à l'Ossétie du Sud, au début des années 2000, postérieure à l'apparition de cet ouvrage, soutenu par les Russes. Je ne suis pas spécialiste de ce conflit, c'est un conflit qui a eu lieu quand j'étais relativement jeune, je n'en sais pas grand-chose, mais est-ce que c'est potentiellement lié à cette réutilisation politique ? Il y a fort à parier, mais pour ça, je vous invite à faire vos propres recherches. Il y a aussi d'autres exemples antérieurs à l'ouvrage, notamment par les Allemands, qui essayaient de créer un lien entre les Alains et les peuples germaniques qu'ils ont côtoyés, comme les Goths. Parce qu'en fait, pendant la Seconde Guerre mondiale, ces Aryens du Caucase vont particulièrement intéresser les chercheurs. Plus récemment, ce sont les chercheurs turcophones qui vont essayer de faire des Alains un peuple altaïque. Bref, je le rappelle, je ne suis pas spécialiste des Alains. Selon l'auteur lui-même, et je suis d'accord, cet ouvrage, il est suffisant pour comprendre l'histoire des Alains dans sa globalité et la retracer comme ce que nous avons fait. Mais ça a été une histoire d'un point de vue politique. L'ouvrage développe bien plus du point de vue culturel ou même linguistique, donc si cela vous intéresse, je vous invite à le lire. En tout cas, le but, que ce soit de ma présentation ou de l'ouvrage, ça a été de faire connaître une histoire passionnante. En conclusion, les auteurs tirent quelques conclusions sur l'histoire Alaine. Ils affirment notamment que sans eux, le Caucase aurait été islamisé. De plus, les Alains, c'est un peuple qui a combattu dans le monde, dont la guerre fait partie de leur culture. Donc je l'ai déjà évoqué, mais les questions de domination, ça n'intéresse pas les Alains. Du moment qu'ils peuvent vivre leur vie comme ils l'entendent, ils n'ont pas de problème avec ça. C'est pas un peuple très politisé, c'est pas un peuple qui a visé à conquérir le monde. C'est un peuple de guerriers. Et ça s'est vu par la diffusion de leur culture guerrière, de leur tradition guerrière dans le monde. L'histoire des Alains, nous l'avons vu, est écrite à partir de sources étrangères. Ce qui implique forcément énormément de choses. C'est une histoire oubliée, mais une histoire lacunaire, floue, subjective. Et encore une fois, même les auteurs de l'ouvrage sur les Alains que j'ai utilisé, ce sont des auteurs russes et ukrainiens. Je ne remets pas en question leur partialité, pas du tout, mais on ne peut jamais écrire quelque chose de purement objectif. Et même dans tous les cas, le travail scientifique qu'ont fait ces chercheurs-là, ou qu'ont fait d'autres chercheurs avant eux ou avec eux, ce sont principalement des auteurs occidentaux russophones, avec tout ce que cela implique. Ça pourrait être intéressant d'utiliser des ouvrages turcs, mais encore une fois, comme c'est cité par les auteurs, alors c'est critiqué par les auteurs, à tort ou à raison, je ne sais pas, mais c'est une histoire qui, selon moi, fort à parier qu'elle est très réutilisée d'une manière ou d'une autre. Est-ce que c'est un bien, est-ce que c'est un mal? Ça, je ne sais pas, je n'ai pas la légitimité pour le dire. Et pour moi, cette réutilisation de l'histoire Alain n'est pas non plus incohérente. Comme je viens de le dire, c'est un peuple qui n'a pas cherché à dominer. C'est un peuple de combattants qui a cherché à vivre sa vie. Et donc cette réutilisation, je pense que elle ne dérange pas du fait que c'est pas un peuple qui a une histoire très controversée. C'est un peuple qui a mené sa vie, qui a combattu, qui a eu ses péripéties, ses aventures, ses mythologies, et qui aujourd'hui a disparu. Quand on parle des Ossètes ne sont pas des Alains. C'est une évolution, mais ce ne sont pas des Alains. Et donc c'est un peuple qui aujourd'hui a disparu, mais dont on a encore l'héritage, dont on a encore des traces, dont cela permet de comprendre énormément de choses, dont on doit potentiellement énormément de choses, et dont l'histoire est passionnante. C'est pour ça que ma conclusion se terminera de la même manière que l'ouvrage, à l'aide d'une citation issue des Narthes. Alors les Narthes, je n'ai pas trop compris ce que c'est. Ce serait en quelque sorte des sagas Alano-Sarmates. En tout cas, c'est comparé dans l'ouvrage aux sagas scandinaves dans une certaine mesure. Et ça serait une citation apostrophe du héros Orismag, qui est la suivante. Qu'avons-nous besoin de vivre sans fin? Ce qu'il nous faut, ce n'est pas une vie, mais une gloire éternelle. Je vous remercie.